La bombe nucléaire est logée dans un gigantesque tunnel de plus d'1 kilomètre, censé contenir l'explosion et ses émanations radioactives. Mais ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. Au moment de la détonation, la montagne se fissure, puis s'éventre. Une gigantesque flamme jaillit du tunnel, suivie d'un nuage de poussière radioactive qui se répand dans l'atmosphère. Oh, ça débouche. Là, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est la galerie qui débouche. Allez, rentrez dans les cabines. Rentrez dans les cabines. La panique s'empare du personnel de la base. Les ministres de l'armée et de la recherche scientifique, présents sur place, sont évacués à la hâte. La contamination s'étend vers l'est, sur plus de 150 km. Pourtant, l'armée choisit de cacher le désastre. Au journal télévisé, l'accident est passé sous silence et la catastrophe est même niée. Et voici leur H, 3, 2, 1, 0. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives, les émanations sont en permanence contrôlées pour déceler tout danger accidentel. L'accident du 1er mai 1962 est le plus grave survenu dans le Sahara. Environ 100 personnes assistantes à l'essai ont été contaminées, dont le ministre des Armées Pierre Messmer. Mais cette catastrophe ne met pas fin aux essais nucléaires français. Bien au contraire, la campagne se poursuit toujours dans la même montagne. Au total, 11 nouvelles explosions y sont déclenchées. Mais 5 ans plus tard, en 1967, l'Algérie récupère ses territoires. En effet, suite aux accords d'Évian signés en mars 1962, le pays est devenu indépendant. Une clause secrète de ces accords octroyait à la France le droit de procéder à des essais sur le territoire algérien pendant 5 ans. À présent, il est temps pour la France de quitter l'Algérie. Prochaine destination, les tropiques. Septembre 1963, atoll de Mururoa, Polynésie française. 300 légionnaires du génie débarquent sur la plage de sable blanc du petit atoll du Pacifique. Sur l'île, si isolée que personne n'a jamais osé s'y installer de façon permanente, les militaires se mettent à creuser, à déblayer, à damer. Ils bâtissent des routes, une piste d'aviation, un port et surtout un poste de tir nucléaire. Car l'atoll de Mururoa et son voisin Fangatofa ont été choisis pour être le siège des nouveaux essais nucléaires français. Sur le papier, l'endroit semble idéal, car la Polynésie française est un territoire grand comme la moitié du continent européen, mais peuplé seulement de 100 000 personnes, principalement regroupées sur l'île de Tahiti, à 1250 km du site. Le 2 juillet 1966, à 5h34 du matin, la bombe Aldébaran explose sur une barge dans le lagon de Mururoa. Dès le premier tir en Polynésie, des répercussions ont lieu pour les populations locales. Le nuage radioactif monte moins haut que prévu dans le ciel et se fait pousser dans la mauvaise direction par les vents. Les îles Gambier, situées à quelques centaines de kilomètres de Mururoa, se trouvent en plein sur la trajectoire. Pourtant, les autorités choisissent de ne pas évacuer les habitants. Les raisons sont politiques. Le vice-amiral Laurin, qui commande les essais, s'explique. Problème politique important, car peut remettre en cause tir nucléaire au Pacifique et même présence française dans le Pacifique. La France redoute en effet une protestation internationale, les grandes puissances ne pratiquant plus d'essais nucléaires en atmosphère depuis le traité d'août 1963. De plus, Paris ne souhaite pas favoriser le mouvement d'émancipation polynésien. Alors, 4 jours plus tard, dans le plus grand secret, la Marine nationale envoie un navire sur l'archipel des Gambiers afin d'y effectuer des relevés. Le verdict est sans appel, le sol, mais aussi l'eau, les légumes et le poisson sont contaminés. Dans son rapport, le docteur Millon, chef du service de sûreté biologique, préconise de
garder le silence et de renforcer le secret pour les prochains essais. Il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels de façon à ne pas perdre la confiance de la population qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès le premier tir. Ce déni du pouvoir et cette volonté de camouflage aboutiront à une tragédie. Dans un rapport récent des autorités de Polynésie, il est écrit: La présence d'un cluster de cancer thyroïdien focalisé au niveau des îles soumises à des retombées lors des tirs aériens, et notamment au Gambier, laisse peu de doute sur le rôle des rayonnements ionisants. En juillet 1966, les populations ne sont pas évacuées et les essais atomiques se poursuivent. 2 mois plus tard, le 11 septembre 1966, c'est le général de Gaulle en personne qui vient appuyer sur le bouton. Vêtu d'une combinaison de protection, il déclenche l'explosion de Bételgeuse. Nous sommes en train de réaliser une puissance moderne. Pour le président de la République, pas question de remettre en cause le programme d'essai des bombes atomiques, car cette arme, d'une puissance inouïe, est la clé de voûte d'une nouvelle doctrine, la dissuasion nucléaire. Pouvant être transportée à bord d'avions Mirage 4 et des futurs sous-marins lanceurs d'engins et missiles balistiques, la bombe atomique devrait permettre de dissuader quiconque voudrait s'attaquer à la France. Ainsi, les essais redoublent dans les atolls du Pacifique, tout comme les accidents. Le 17 juillet 1974, une nouvelle erreur dans les calculs donne lieu à la contamination de l'île de Tahiti, pourtant située à 1250 km du point zéro. Les autorités, conscientes des retombées, tant radioactives que politiques, choisissent encore une fois de garder le silence. Entre 1966 et 1974, 46 essais sont effectués à l'air libre sur Mururoa et Fangatofa. Mais les années 1970 marquent un tournant. L'essor de l'écologie et la multiplication des mouvements pacifistes mettent en lumière la pollution et les risques engendrés par l'énergie nucléaire. Ainsi, à partir de 1974, la France abandonne ses essais à l'air libre pour des tirs sous-marins, toujours à Mururoa et Fangatofa. Pour prouver l'inoffensivité de ces nouveaux essais, baignades et planches à voile deviennent autorisées dans le lagon de Mururoa. Mais le grand public s'insurge contre le maintien de ces tirs. En 1991, François Mitterrand, président de la République en exercice, annonce l'arrêt des essais nucléaires pendant 1 an. Cette décision, renouvelée à plusieurs reprises, est néanmoins brisée en 1995 par Jacques Chirac, son successeur, qui annonce une dernière campagne de tir. La nouvelle cause de vives protestations dans l'opinion française et internationale, obligeant le président à prendre une décision. Mes chers compatriotes, je vous annonce ce soir l'arrêt définitif des essais nucléaires français. Le 29 janvier 1996, 2 jours après avoir effectué un dernier test, la France annonce l'arrêt définitif de ses essais nucléaires. Entre 1960 et 1996, le pays a procédé à 205 tirs, dont une 50aine à l'air libre. Des essais qui ont mobilisé 150 000 civils et militaires, ont affecté de vastes territoires et dont les conséquences ont perduré longtemps après. Au début des années 2000, parmi ces nombreux militaires âgés d'à peine 20 ans au moment des tirs, certains dénoncent les conséquences des radiations auxquelles ils ont été exposés. En effet, nombreux d'entre eux ont développé un ou plusieurs cancers. Pour ces vétérans, pas de doute, ces maux sont la conséquence directe de leur participation aux essais nucléaires. Il faut attendre 2010 et une âpre bataille juridique et politique pour que la France reconnaisse enfin de façon officielle les dégâts sanitaires causés par son programme d'essais atomiques. Un comité est mis sur pied afin d'indemniser les personnes potentiellement contaminées. En 2021, 611 victimes ont été indemnisées, dont seulement 157 Polynésiens et un seul Algérien. Consciente de devoir faire face aux conséquences de sa politique, la France déclassifie
en 2013 puis en 2022, ses archives sur les essais nucléaires en Polynésie. Ces documents attestent du manque de considération porté à la sécurité des populations locales et des militaires engagés sur le terrain. Ces archives témoignent également de la volonté de l'armée et du gouvernement de passer certains accidents sous silence. Car la priorité était bien de mener les essais à leur terme, coûte que coûte, quitte à mentir à la population et à minimiser les risques et leurs conséquences. En Polynésie, tout comme dans le désert du Sahara, seul le secret était la règle. On ne pensait pas qu'il y avait des risques, quoi, à l'époque. Nous pauvres gars des appelés, on était appelés, on n'était pas engagés, on était appelés. Mais nous, ceux qui sont morts de ça, de cancer et autres, depuis très longtemps, des copains que j'avais, ça, eux, ils ne sont jamais sur un monument, quoi. Ils ne sont jamais là. Vous l'aurez compris les amis, de nombreux militaires ainsi que les populations locales ont été soumis à des radiations et parfois contaminés. Mais la sombre histoire des essais nucléaires français ne s'arrête pas là. Il faut savoir en effet que certains militaires ont même été utilisés comme des cobayes humains. On est le 25 avril 1961 à Regan dans le Sahara et la France tire Gerboise verte, sa 4e bombe nucléaire. À cette occasion, l'armée a décidé de mener une expérience, un exercice de combat en plein bombardement nucléaire. Ainsi, quelques instants après l'explosion de la bombe, des militaires sont envoyés à quelques centaines de mètres du point zéro. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, la zone est encore très radioactive et les militaires sont donc hautement contaminés. Mais si cette expérience, comme de nombreux détails des essais nucléaires français, sont restés pendant des décennies cachés, il y a une affaire qui a immédiatement eu un retentissement international. Et c'est l'affaire du Rainbow Warrior. On est en 1985. À l'époque, la France mène ses essais nucléaires dans les eaux de Polynésie. Et Greenpeace, fer de lance des protestations antinucléaires, envoie très régulièrement ses navires dans les eaux interdites afin de gêner les tirs. En juillet 1985, Greenpeace prépare sa prochaine mission. L'organisation doit envoyer le Rainbow Warrior dans les eaux de Mururoa afin d'empêcher la France de lancer son prochain tir. Mais le 10 juillet 1985, alors que le Rainbow Warrior mouille dans un port en Nouvelle-Zélande, une bombe explose à bord du navire et le fait couler. Très rapidement, le gouvernement français est accusé d'avoir lui-même commandité l'attentat. Dans un premier temps, les autorités françaises nient être impliquées. Mais rapidement, les preuves s'accumulent et l'État français est obligé d'avouer. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Cette affaire, les amis, a impliqué les plus hautes sphères de l'État français et le président François Mitterrand en personne aurait même approuvé la mission. Il y aurait tant de choses à raconter sur cette affaire vraiment passionnante, mais je vous en ai déjà trop dit. Ça sera peut-être pour un autre épisode d'Histoire de guerre. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode dédié à la sombre histoire des essais nucléaires français. C'était important pour nous de traiter cette histoire qui s'est déroulée en France et qui a encore aujourd'hui des conséquences en Algérie ou en Polynésie française. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, on prend toujours beaucoup de plaisir à les lire. Et pour finir, un grand merci à Odoo d'avoir été le partenaire de cet épisode. Les amis, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ce sera pas une histoire de guerre, ce sera un documentaire d'exploration d'un lieu abandonné aux confins du monde. On se retrouve donc fin septembre, début octobre pour notre nouveau documentaire. D'ici là, passez un très bel été et surtout, portez-vous bien.